Donc bonjour tout le monde, on enchaîne la suite des ateliers. Cette fois-ci avec un cas qu'on confronte toujours dans la pratique quotidienne. Les anémies sera animé par professeur Zebeidet Zimzalek, chef de service d'hématologie clinique à l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Donc à vous la parole. Dans 45 minutes. Je préfère qu'on sera interactif. Ah oui, c'est un atelier. Donc il y a 6 cas cliniques. On peut s'arrêter quand vous voulez, ou on peut continuer comme vous voulez. Donc il n'y a pas de problème. Donc on démarre. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en présentiel avec la chaleur de l'humain. Et c'est appréciable, franchement appréciable. Donc c'est un atelier, il va y avoir que des cas cliniques. Et ce n'est pas des cas cliniques qui vont être des cas cliniques simples. Je vous préviens tout de suite, d'accord ? Ce n'est pas des cas cliniques compliqués, mais c'est des cas cliniques vécus où je vais vous accompagner sur comment potentiellement bien regarder un hémogramme et essayer de trouver beaucoup d'informations sur un hémogramme en cas d'anémie, les examens à demander, du plus simple au plus compliqué, mais vous allez voir que même les compliqués, ça va pas être très compliqué, et les implications thérapeutiques que ça peut avoir, surtout. Si je vais trop vite, s'il y a des choses que vous me dites non, ça c'est pas bon, je m'arrête et je vous fais progressivement. Vous voyez ça ? Parce que moi, je ne vois pas, en fait. Parce que moi, je suis de biais, donc j'ai l'impression que ce n'est pas clair. C'est clair pour vous ? Alors, vous savez, je vais passer à la première diapo. Je vais passer à la diapo. Je vais la reprendre détaillée en plus grand pour chaque situation. On démarre. Le premier cas clinique, c'est le cas clinique d'un monsieur de 61 ans qui est retraité, jeune retraité, et qui consulte. Il n'y a pas d'antécédents notables. Et en fait, il vient vous voir déjà avec des examens biologiques qui avaient été prescrits 5-6 mois avant par un médecin. Et lui, il n'est pas retourné consulter parce qu'il dit qu'il avait un déménagement. Donc déjà, vous avez un état d'esprit de déni de maladie. Il y a toujours des messages dans les observations cliniques. Quelqu'un qui demande un bilan et qui ne vient pas consulter derrière, c'est qu'il a des symptômes, mais il a un déni de ces symptômes. Et donc, il est fatigué depuis 1 an. Et le patient reconnaît que la fatigue, lui... Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais sincèrement, en consultation, les patients trouvent toujours une raison aux symptômes. Ils vous amènent la raison. Il est fatigué parce qu'il a déménagé. D'accord ? Il est fatigué parce qu'il est fatigué. Après, on voit pourquoi il est fatigué. Mais voilà, quand on vient déjà avec ce langage, ça veut dire qu'il faut se méfier que ce sont des vrais patients. Et il reconnaît donc que la fatigue pourrait être imputable au déménagement récent, mais que la fatigabilité d'effort est plus importante depuis quelques semaines. Il a une petite polachyurie nocturne. L'examen de routine, l'examen somatique est relativement normal de manière générale. Il a une petite hypertrophie de la prostate. Et il a un abdomen qui n'est pas si clair que ça, un petit endolorissement de la fosse iliaque droite. Toutes les informations de ce cas clinique, vous allez les retrouver par la suite. D'accord ? Donc, l'hémogramme, voilà ce qu'il montre. Numération. Et on peut regarder ensemble qu'est-ce qu'il montre, cet hémogramme. Alors, on a déjà une anémie macrocytaire. Il y a autre chose ? Je vais vous les donner. OK. Les lymphocytes. Les lymphocytes, 50% de 4000, donc 2000, donc c'est normal. Par contre, les polynucléaires neutrophiles, 33%, donc peut-être, probablement une petite neutropénie. Anémie macrocytaire. Elle est arégénérative. OK ?
régénérative, réticulocytes diminués, et une petite neutropénie. Ok. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations déjà sur le plan clinique? Donc on a une anémie macrocytaire là, hein, régénérative. Vous voulez qu'on regarde l'arbre décisionnel des anémies macrocytaires? Allez. Donc anémie macrocytaire, c'est en vert. Il n'y a que c'est ça. Anémie macrocytaire. Réticulocytes, comme vous l'avez très bien dit. Okay. Là, les réticulocytes sont diminués. Il faut savoir que même les réticulocytes normaux, c'est un signe. C'est-à-dire quelqu'un qui a une anémie avec des rétiques normaux, c'est pas bon. D'accord? Donc, soit ils sont anémies très augmentées, donc régénératives, soit normaux ou diminués, et donc c'est pas bon, c'est arégénératif. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Vous savez? Médulogramme, dosage vitamine B12, bilan rénal, TSH, thyroïde, le foie, la clinique. Très bien. OK. Très bien. Donc en fait, on va faire un mix de tout ce que vous venez de dire, parce que c'est exactement ça. On ne fait pas de médulogramme d'emblée dans ces cas-là, parce qu'on peut court-circuiter le médulogramme. C'est agressif quand même, hein, le médulogramme. Donc, on fait la thyroïde, la vitamine B12, l'acide folique. On fait également la gamma-GT, le bilan hépatique. On pose des questions aux patients aussi. On va revenir dessus. Ouais, mais bon, je veux dire... 8 grammes d'hémoglobine, ouais, géré sur la vitamine B12. Parce que la prise d'alcool et l'hypothyroïdie, ça ne donne jamais des anémies très profondes. Ça va vous donner du 10,5, 11 maximum. Or, lui, il a 8 grammes d'hémoglobine. Donc, oui, j'irai probablement chez lui directement la vitamine B12. Oui, on arrive. Donc, quand c'est normal, c'est là où on fait un médulogramme et en général, on a une dysmyélopoïèse. Vous avez une autre manière de voir, macrocytose. Vous avez ici, macrocytose avec rétique augmentée, on reviendra dessus tout à l'heure pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Anémie macrocytaire non régénérative, ce sont des anémies soit carentielles, soit non carentielles. D'accord ? Sinon, eh ben, c'est l'hypothyroïdie, la prise d'alcool, et vous avez certaines pathologies un petit peu particulières, notamment les dysglobulinémies. Vous savez que quand on a un myélome multiple avec une hypergamma importante, on va avoir des globules rouges. Ça peut donner une augmentation fausse du volume globulaire. Mais bon, c'est rare quand même. Hein. Donc, en premier, TSH, TP, EPP, gamma-GT, taux de réticulocytes. Et en deuxième, ou en 1,5, comme a dit votre camarade, eh ben, vitamine B12, plus que l'acide folique d'ailleurs. Parce que les carences en acide folique, si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure, c'est relativement rare. Et en 3, si tout ça est normal, le médulogramme. On revient à notre patient. Donc, votre camarade a parlé de la clinique, de l'interrogatoire. Vous cherchez, à part la prise d'alcool, les problèmes gastriques et la prise de médicaments. Ça, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir chercher tout le temps. Et vous allez voir que dans ce cas clinique, ça peut avoir une quelconque importance. Et puis, il y avait cette histoire aussi, hypertrophie prostatique, il y avait cette histoire abdominale. Donc peut-être que déjà cliniquement, je vais peut-être rechercher qu'est-ce qui se passe. Et chez ce patient, on avait quelque chose. Donc il n'y a pas de prise d'alcool, il n'y a pas de prise médicamenteuse chez ce patient. Il n'y a pas de signes neurologiques, parce que les signes neurologiques, c'est important. Quand il y a des signes neurologiques, ça oriente vers la carence en vitamine B12. Pas que la maladie de Birmer, la carence en vitamine B12. D'accord ? Ce patient n'avait pas ça. Par contre, il avait un pseudo-kerning. Il avait des troubles du transit, il avait quelques douleurs qui étaient soulagées par l'émission de gaz ou l'émission de sel. Donc on demande notre bilan. Il a une vitamine B12 qui est, à votre avis, 150. Vous avez une idée des valeurs normales ? Non. Okay. Est-ce que vous faites une ferritine chez ce patient ? Alors 150, c'est pas très bas. La normale est à 200. Pour certains laboratoires, ça va à 160. Et à moins de 160, c'est une carence en B12. D'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce patient, il a 7,5 grammes d'hémoglobine.
et il a un VGM à 105, je crois, ou 106. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça ne devrait pas être que la vitamine B12. Vous comprenez ça? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une... il n'est pas très élevé le VGM. Vous comprenez ça? Quand on a 8 grammes d'hémoglobine, avec un VGM, 8 grammes d'hémoglobine, carence en vitamine B12, il faut vraiment que la vitamine B12 elle soit très basse. Si on revient sur la physiopathe de la carence en vitamine B12, elle s'installe très, 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 très lentement. Elle s'installe sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc, la baisse de l'hémoglobine, elle a le temps de se faire. Donc, pour avoir 8 grammes d'hémoglobine sur une vraie carence en B12, il faut avoir 8 grammes d'hémoglobine et de la B12 autour de 50 ou 60. Donc, il y a une petite discordance entre un taux de B12 qui est acceptablement bas, mais à peine, et quand même une anémie profonde. Donc, on va aller chercher peut-être un autre facteur qui est associé et qui donne la carence en vitamine B12. Et qui donne... C'est pour ça qu'on a fait la ferritine. La ferritine, elle est comment chez... Normal? D'accord? Ferritine, toujours, coefficient de saturation de transférine. Toujours. C'est le coefficient de saturation de transférine qui vous dit qu'il y a une carence. Pourquoi? Quelqu'un a dit pourquoi? Peut-être pour le cas numéro 3, je vais vous le dire. D'accord? Parce que, vous savez maintenant, je vous en avais parlé il y a 4 ans, je crois, dans les carences martiales, il y a ce qu'on appelle les carences martiales fonctionnelles et les carences martiales vraies. Les carences martiales fonctionnelles, il y a une ferritine qui n'est pas très basse, d'accord, mais il y a surtout une baisse du coefficient de saturation de transférine. Ça veut dire qu'il y a un vrai manque de fer et d'utilisation de fer. Ça vous dit que, il y a probablement chez Hajaf le fer. Donc, une baisse vitamine B12, une baisse du fer aussi chez cette patient. Et si je veux être un petit peu plus complet, la baisse de fer, elle n'est pas complète. Et là, je vais compléter par un petit bilan inflammatoire, peut-être. Vous pensez qu'il va être comment? Moi, je pense qu'il va être perturbé. Ouais. D'accord? Donc, chez ce patient, on va avoir un petit syndrome inflammatoire. Je ne vais pas vous le mettre tout de suite. Là, en fait, quand vous allez avoir tout ça, vous allez me dire, oui, mais où est-ce qu'on va? Ce patient, il a quelque chose, et s'il a quelque chose qui doit m'expliquer tout ça, il faut que j'y aille. Les folate sont limite inférieures, on s'en fiche un petit peu. Vous voyez, il a un petit syndrome inflammatoire. Alors, dites-moi pourquoi. Votre camarade, votre collègue pense que peut-être ce patient, il a besoin de quelque chose de plus que de la biologie. Non, il n'est pas consommateur d'alcool, il n'est pas consommateur de médicaments. Je vais vous aider un petit peu en vous donnant aujourd'hui la douleur de la fosse iliaque droite, des symptômes de Körnig. Donc il y a quelque chose quand même. Une carence en vitamine B12. D'accord? Il a une carence en vitamine B12, on ne fait pas tout. Je vais aller regarder les étiologies. Donc ça, c'est pour vous donner les critères de la carence en vitamine B12. Donc déjà, à partir de 200, on pense qu'il y a une carence en B12. Et quand on a moins de 160, c'est une carence en vitamine B12, mais c'est moyen. Vous voyez, ce n'est pas très bas. En général, le VGM est un petit peu plus augmenté. Et si on regarde ici, vous regardez peut-être pas, parce que c'est un petit peu... Ouais, je suis désolée. Mais bon, je vais essayer de vous le dire. Vous avez ici les différentes étapes d'absorption de la vitamine B12. Pour faire court, il y a 3 niveaux d'absorption de vitamine B12 et 3 grandes causes de carence en vitamine B12. Il y a l'estomac, d'accord? L'estomac, il y a 2 causes au niveau de l'estomac. Il y a la première cause, la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la non-dissociation de la vitamine B12 à ses protéines porteuses. Quand vous mangez de la vitamine B12,
La vitamine B12 est liée, collée à des protéines. Si elle ne se décolle pas de ces protéines, ce qu'on appelle la dissociation, et cette dissociation se fait grâce à l'acidité gastrique essentiellement, eh ben, la vitamine B12 ne va pas pouvoir se lier à son facteur intrinsèque pour être transportée au jéjunum. Donc la première cause, c'est ce qu'on appelle la non-dissociation de vitamine B12 à ces protéines porteuses. D'accord ? Ça, c'est la première cause. La deuxième cause au niveau de l'estomac, c'est l'atrophie fundique dans le cadre de la maladie de Birmer en général, par production d'anticorps antifacteurs intrinsèques ou anticorps anticellules fundiques, pariétales, fundiques. Et donc, il n'y a pas de facteur intrinsèque. Et donc, la vitamine B12 ne peut pas passer la barrière pancréatique et donc, elle ne sera pas absorbée. Autre niveau d'absorption de vitamine B12, c'est le jéjunum. Le jéjunum distal. D'accord ? Donc, imaginez si vous avez un problème à ces niveaux-là, eh bien, vous n'allez pas avoir d'absorption de vitamine B12. Et donc, quand vous savez ça, on revient à notre patient et on se dit finalement, d'accord ? Vous avez ici, bon, vous ne voyez peut-être pas, mais sur le petit camembert, ce qui est en violet, c'est la non-dissociation de vitamine B12. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fréquent. Ensuite, le jaune, c'est la maladie de Birmer. Ensuite, le reste, c'est les autres causes de non-absorption de vitamine B12. D'accord ? On revient à notre patient ? On revient à notre patient ? La non-dissociation, c'est une très bonne question parce qu'on n'a pas aujourd'hui de moyen de poser le diagnostic directement. Il y a des moyens qui sont très compliqués. Il faut donner de la vitamine B12 radioactive, voir est-ce qu'elle se dissocie ou pas. On ne le fait pas en fait. C'est un diagnostic d'élimination. Aujourd'hui, diagnostic d'élimination, mais comme on sait que c'est ce qu'il y a de plus fréquent, donc peut-être qu'on va y penser en premier. Qu'est-ce qui fait que la vitamine B12 ne se dissocie pas ? La première cause, c'est le sujet âgé, la chloridrie, les IPP. Et puis, il y a une cause aussi que vous connaissez maintenant très, très bien, parce qu'on vous l'a enseigné en diabétologie, la metformine. D'accord ? La metformine qui donne la carence en vitamine B12, eh ben, c'est par ce mécanisme-là. D'accord ? Et donc, quand vous faites votre enquête et vous voyez, vous vous posez des questions, eh ben, vous vous dites, OK, ben, je vais commencer par ça. Pourquoi c'est important de se poser ce genre de questions ? Parce que la non-dissociation de vitamine B12, comment vous allez la traiter ? En donnant de la vitamine B12, tout simplement. Or, quand vous avez une malabsorption jéjunale, quand vous avez une maladie de Birmer, eh ben vous avez beau donner de la vitamine B12 par voie orale, ça ne marche pas, il faut faire de l'injectable. Donc connaître le mécanisme de la carence en vitamine B12 est très important pour ce que vous allez faire pour votre patient. D'accord ? Donc si on revient à notre patient, comment on va avancer chez ce patient ? Donc votre camarade, elle a dit, on va faire une endoscopie. D'abord pour voir est-ce qu'il y a un Birmer, on peut rechercher les auto-anticorps, ce qu'on a fait. Eh bien, les auto-anticorps de la maladie de Birmer sont négatifs. Et la fibro, il y a des ulcérations gastriques, il n'y a pas d'atrophie pariétale, il n'y a pas d'atrophie fundique. Donc, il faut aller chercher autre chose qui explique la baisse en vitamine B12, un petit syndrome inflammatoire et la baisse de la ferritine. Une maladie inflammatoire chronique, le climat de l'intestin. D'accord ? Parce que le petit syndrome de Kürning, eh ben, il nous a mis un petit peu ce qu'a dit votre camarade tout à l'heure. Et en fait, on va faire des explorations endoscopiques basses aussi, une entéro-IRM, qui va nous montrer que, eh ben, il y a une inflammation de la dernière anse ciliale et qui va expliquer tout ce qu'a ce patient. Non, jéjunal. Jéjunum terminal. Le duodénum et l'iléon proximal, c'est le fer et l'acide folique. La vitamine B12, c'est distal. Vous pouvez la demander. Oui. Mais je vais vous dire, c'est hors champ, d'accord ? La calprotectine, c'est quoi ? C'est bien, c'est un bon marqueur, sincèrement. Mais quand il y a la calprotectine, c'est un indice de dysfonctionnement colique, d'abord. Que colique. D'accord ? Pas intestinal, colique.
RCH, Crohn, tout ce que vous voulez, mais une colopathie inflammatoire type infectieuse, ça peut vous donner ça. Hein. Ce n'est pas spécifique de la Mickey. Ce qui est intéressant, c'est que si on a une Mickey diagnostiquée, pour la surveillance et le suivi, on utilise la calprotectine. Donc ce n'est pas tant un élément diagnostique qu'un élément de suivi pour certains patients. Coming, d'accord? Mais si on peut dire chez ce patient, d'accord? D'accord? Qu'est-ce que vous allez avoir de pathologique ici? Vous n'allez pas avoir de syndrome inflammatoire déjà, ça? Ok. Et les folates vont être bas. D'accord? Donc, on peut avoir pratiquement le même tableau. L'âge concorde, hein, même s'il a 61 ans, on peut y penser, il faut y penser. Et c'est pour ça qu'il faut faire des endoscopies. Quand vous êtes sur quelque chose qui est pas clair, c'est pas... Si Jacques Mred, diabétique, il est sous metformine depuis 10 ans, ou j'ai une petite macrocytose, c'est tout, que la macrocytose avec 8 grammes, 9 grammes d'hémoglobine, ou j'ai vitamine B12, fihadak 120, tu te dis c'est probablement une carence par non-dissociation de vitamine B12. Donc je ne vais pas arrêter la metformine, je vais donner la vitamine B12 et je vais revoir dans un mois qu'est-ce que mon patient devient. Vous comprenez? Mais quand vous avez des tableaux qui sont un peu, excusez-moi du terme, foireux, ben creusez un petit peu. Si le malade décide des troubles digestifs, on continue dans ce chemin? Si le patient n'avait pas de troubles digestifs, est-ce qu'on aurait fait de l'exploration digestive? On l'aurait fait probablement parce que ça va être le seul, comme c'est le seul moyen d'entrée des vitamines, ben on va aller explorer. On n'aurait peut-être pas fait l'entéro-IRM, on aurait fait la fibro, et on aurait fait la colo. Et puis de toute façon, il est à 60 ans, donc il est à l'âge de la coloscopie, donc on y va. D'accord. Si on ne trouve rien, qu'est-ce qu'on fait chez ce patient? Très bonne question. Si le bilan est normal, pas d'anticorps, fibro normale, tout ça normal, qu'est-ce qu'on fait? Avec des explorations hautes et basses normales. C'est exceptionnel. Pour la carence en B12, exceptionnel. C'est exceptionnel, franchement. Je vous dis, les réserves en vitamine B12 couvrent 7 ans, 8 ans. Donc il peut ne pas manger de vitamine B12 pendant 7-8 ans. D'accord? Il est couvert. Vous savez, les gastrectomisés, parfois, l'interne oublie de mettre la vitamine B12. Il y a des gens qui ont gastrectomise. Gastrectomie, vitamine B12, c'est fini. D'accord? Logiquement, les patients sortent avec une injection tous les 2-3 mois de vitamine B12. Parfois, l'interne oublie. D'accord? On les récupère, ces patients. Oh là, le patient, arrête de le faire. Eh bien, pour qu'il ait une carence en B12, c'est 5-6 ans après. Donc, l'alimentation, moyen pour la vitamine B12. Ou alors, il faut vraiment que ce soit des végétariens hyper stricts. Et quand ils sont hyper stricts, les végétariens, ils ont des compléments alimentaires par ailleurs. Ils savent qu'il faut prendre des compléments alimentaires par ailleurs. Allez, on avance comme ça. On a d'autres... Alors, cette patiente, elle a 65 ans, elle consulte parce qu'elle a des adénopathies, elle est asthénique, et vous lui trouvez, en plus des adénopathies, une splénomégalie à 2 travers de doigts, et vous avez devant vous l'hémogramme. Allez-y. Anémie. Elle est faiblement macrocytaire, elle a un VGM à 102, une petite thrombopénie. Hyperleucocytose. Mais monsieur Hermouche, qu'est-ce qu'il vous a dit sur les leucocytes? Il faut regarder, ça ne sert à rien de regarder les polynucléaires de manière générale. Hein. Donc on fait la formule et cette patiente, ce qu'elle a, c'est en fait les lymphocytes. D'accord? Les lymphocytes qui sont augmentés, qui sont à 5-6 000. OK? Non, parce que 75% de 20 000 plus 15 000. Bon, donc on est dans le pathologique. Donc anémie macrocytaire, thrombopénie, lymphocytose, je me suis trompée, excusez-moi, 15 000. OK? Splénomégalie.
Ça sent la leucémie. Je suis d'accord. Ça sent la leucémie. Oui, allez. Très bien. On va aller du côté leucémie. Qu'est-ce que vous allez demander? منين غتمشيو من الليمفوسيت ولا غتمشيو من حاجه اخرى امشيو من الليمفوسيت الا مشيتو من الليمفوسيت quel est le premier examen que vous demandez chez cette patiente? Elle a des adénopathies, elle a une splénomégalie. Vous biopsierez les adénopathies? D'habitude je dis aux étudiants, vous vous tromperez jamais si vous dites que vous allez biopsier une adénopathie chez un patient. Mais là, en l'occurrence, avec une lymphocytose, on peut ne pas biopsier une adénopathie. Si vous la biopsiez, ce n'est pas une erreur, mais vous pouvez ne pas la biopsier. Non. Il y a un test qui est très que vous pouvez. Si, on va chercher des cellules tumorales, en fait. Quel est l'objectif quand vous avez des lymphocytoses à 15 000? En fait, le terme, c'est quel lymphocyte? Le frottis, c'est très important, mais ce n'est pas ce qui vous donne le diagnostic. Non, des trucs plus simples. L'objectif, c'est de dire que ces lymphocytes sont monotypiques. Vous comprenez ce que je veux dire? L'important, c'est de dire que ces lymphocytes sont monotypiques. C'est les mêmes, ils sont clonaux. Ça veut dire qu'ils viennent d'une cellule pathologique. D'accord? Le frottis, mais on a un examen qui... Non? Oui. Voilà, le typage lymphocytaire, ce qu'on appelle l'immunophénotypage lymphocytaire. Vous faites un immunophénotypage, vous avez le diagnostic. D'accord? Le diagnostic est le lymphocyte, c'est, on va dire, spécialisé. Mais bon, c'est pas grave. Le lymphocyte, un de CD5 ou un de CD19 ou un de les immunoglobulines X, Y, Z. Vous avez un matutès à X, Y, Z. C'est une LLC, c'est un manteau, c'est. D'accord? À la limite, c'est peut-être spécialisé, mais vous avez demandé le bon examen qui va permettre le diagnostic au patient. La patiente, elle a une LLC, leucémie lymphoïde chronique. D'accord? Mais, en fait, l'objectif, moi, c'est l'anémie, ce n'est pas la LLC. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, je vous fais un atelier d'anémie. Vous avez une anémie chez la LLC. Si vous vous rappelez de vos cours sur la LLC, quand vous avez une anémie et une petite thrombopénie, vous faites rapidement passer les patients à ce qu'on appelle un stade C. Ça vous rappelle quelque chose? Stade C de Binet, A, B, C. Quand vous passez d'un stade A à un stade B à un stade C, le stade C, il faut traiter le patient. Le stade A, on ne traite pas les patients. Les patients, ils peuvent vivre avec leur LLC des années, ils peuvent mourir d'autres choses, donc il n'y a pas d'indication thérapeutique. Il y a une indication thérapeutique quand on passe au stade B actif ou au stade C. Donc cette patiente, vous allez dire, elle a un stade C, parce qu'elle a une anémie. Oui? D'accord? Or, cette patiente, si je creuse un petit peu, elle a quand même un VGM augmenté. Elle a un VGM augmenté. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit, quand on a un anémie macrocytaire, le premier examen qu'on demande, c'est les réticulocytes. Cette patiente, elle a une anémie régénérative. Elle a une anémie régénérative. D'accord? On voit ensemble ce qui se passe quand on a des anémies régénératives. Celle-là, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, anémie macrocytaire régénérative avec des rétiques augmentées, eh ben, c'est la même que les anémies normocytaires régénératives. Pourquoi c'est la même chose? Parce qu'on parle de ce qu'on appelle une fausse macrocytose. Ça vous dit quelque chose? Oui? C'est juste ça vous dit quelque chose, mais on essaye de comprendre ce que c'est qu'une fausse macrocytose? Une anémie régénérative, c'est une anémie où il y a beaucoup de réticulocytes. Quand on fait un hémogramme, c'est électrique, c'est électronique. L'appareil, il calcule le nombre de globules rouges, mais également le nombre de réticulocytes. D'accord, ça freine jusque-là. Le réticulocyte, il est plus gros que le globule rouge. 8, 5. Quand vous avez une anémie régénérative, vous avez moins de globules rouges et plus de réticulocytes. Donc, si vous faites la moyenne, automatiquement, le volume globulaire de ça va être plus grand
que si on a que des globules rouges sans réticulocytes. D'accord? C'est des maths, ça n'a rien à voir avec de la médecine. Vous comprenez ça? Quand on a beaucoup de réticulocytes qui sont calculés à ce niveau-là, eh ben, le volume globulaire moyen, il est un petit peu plus gros, un petit peu plus important. C'est pour ça qu'on parle de fausse macrocytose. Ce n'est pas une vraie macrocytose. D'accord? Ils ne se trompent pas, en fait. C'est un calcul. Ils ne se trompent pas. D'accord? Parce qu'ils ont fait le calcul de tout ça. Il a أكثر من هذا. وهذا غادي ماشي كثر طالع. Eh ben ça va, le volume va être, la moyenne va être plus importante. D'accord? Donc quand vous avez une anémie macrocytaire régénérative, dites-vous que la macrocytose ne doit pas être prise en considération et donc je dois aller vers la normocytose puisqu'elle est faussement macrocytaire. C'est clair ça? Vraiment? Ok, ça marche. Donc, anémie faussement macrocytaire ou la anémie macrocytaire régénérative, l'hybrito, elle bascule vers les anémies normocytaires. Pardon. Et c'est pour ça que vous avez ça ici, normocytaire. Normocytaire régénérative, bien sûr. Les anémies normocytaires régénératives, vous avez deux grandes étiologies aux anémies normocytaires régénératives, qui sont l'hémolyse et l'hémorragie. D'accord? Notre patiente, est-ce qu'elle saigne? A priori, non. D'accord? On n'a pas de saignement actif. Donc, on va aller probablement chez elle vers l'hémolyse. Donc, réticulocyte augmenté, hémorragie aiguë ou hémolyse. Peut-être, je vais vous dire autrement, parce que si vous permettez, ce que vous venez de dire, on va reprendre après, parce que c'est quelque chose qui est dans la tête des médecins qui pensent que quand on a une splénomégalie, on hémolyse. Mais en fait, non. C'est en général des anémies de dilution de séquestration et pas d'hémolyse. D'accord? Donc, quand on a une hémolyse, on va dire que la splénomégalie est secondaire à l'hémolyse plutôt que responsable de l'hémolyse. Chez cette patiente, elle a une LLC et probablement une hémolyse. D'accord? Et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on a une hémolyse. Donc, les rétiques, dans ce cadre-là, ils sont augmentés. Quand les rétiques sont normaux ou bas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça n'a pas de rapport avec notre patiente. On fait le myélogramme. D'accord? En général, on fait le myélogramme. Je vais vous demander juste de me dire, est-ce que vous feriez peut-être un examen avant de faire le médulogramme? Quelqu'un qui consulte, asymptomatique ou peu symptomatique, fatigué. On s'est fait avoir, hein, je vous assure qu'on s'est fait avoir. Non, c'est plus simple que ça. Quelqu'un qui vient vous voir, qui est fatigué, d'accord, et vous lui faites une numération, 7 grammes d'hémoglobine, normochrome, normocytaire A régénérative, avant d'aller sur le médulogramme, l'examen, Oui, urécréa. D'accord? Insuffisance rénale avancée, plus ou moins avancée, pas de production d'érythropoïétine et donc anémie normochrome normocytaire A régénérative. Sincèrement, on s'est fait avoir, hein, même dans le service où on a l'habitude. Il y a des patients qui sont rentrés, n'étaient pas symptomatiques. On les a retrouvés dans des tableaux d'insuffisance rénale bien avancés, sans que ça se soit... Donc, avant le médulogramme, s'il vous plaît, urécréatinine. Elle peut donner la même chose, mais on ne va pas avoir 7 grammes d'hémoglobine chez ces patients. On peut. À partir du moment où on va faire un médulogramme, on peut quand même faire la TSH. Je veux dire, ça va. On peut faire le TP. Le médulogramme, on peut un petit bilan. On peut faire. C'est pas. Je veux dire, ça, c'est des algorithmes. Je vais vous en parler tout à l'heure quand je vais vous parler de la lombalgie. Ça, c'est des algorithmes. D'accord? Il ne faut pas que les algorithmes nous abrutissent. D'accord? Ce n'est pas parce que c'est écrit sur un algorithme que je ne vais pas faire la TSH, que je ne vais pas faire le bilan hépatique. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si un algorithme donc je vais garder mon sens quand même médical. J'ai un algorithme qui m'aide, mais quand même, j'ai un petit... pas exagéré. La créatinine, l'urécréatinine.
Oui, je fais urécréa. Non, non, je fais l'urécréa. Je fais l'urécréa. Donc vous voyez, endocrinopathie, insuffisance rénale, anémie inflammatoire ou certaines pathologies hématologiques graves. Donc on revient à notre patiente. Ça, c'est les anémies hémolytiques. D'accord ? Quand on a une anémie hémolytique, on a 2 examens à réaliser systématiquement. Les 2 examens qu'on réalise, c'est le frottis, que normalement le biologiste vous donne, et le test de Combs. D'accord ? Le frottis, en général, il va vous aider par rapport à certaines pathologies de frottis, sphérocytose, drépanocytose, ainsi de suite, ou certaines maladies un petit peu plus rares. D'accord ? Et le test de Combs, il va vous dire qu'il y a en fait quelque chose qui est produit par la personne et qui détruit les globules rouges. Et donc, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle l'anémie hémolytique auto-immune. L'anémie hémolytique auto-immune, après le biologiste, il vous dit auto-anticorps chauds, auto-anticorps froids. Et quand on a des auto-anticorps chauds, c'est ce qu'il y a de plus fréquent, on cherche des maladies un petit peu particulières. Donc, je vous ai donné la maladie lymphoïde qui, chez cette patiente, va être compliquée d'une anémie hémolytique auto-immune et non pas une anémie en rapport avec une infiltration médulaire, ce qui fait que quand on va trouver l'anémie hémolytique chez cette patiente, elle ne va pas passer en stade C, stade A diala, où on a un petit traitement de l'anémie hémolytique, on ne va pas lui donner de chimiothérapie ou de thérapie ciblée. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Il suffit juste de regarder un petit peu un hémogramme de manière un petit peu plus détaillée pour pouvoir avoir des informations qui, derrière, ont des corollaires thérapeutiques très importants pour les patients. Alors, vous avez 2 manières de faire. Voilà, vous avez 2 manières de faire. Soit vous voulez être satisfaite de vos connaissances et vous allez jusqu'au bout de ce que vous savez. Comment ? Non, il n'y a pas d'urgence. Cette patiente, on ne va pas la traiter. غتعطيها شويه ديال الكورتيكويد ولا غتصيفطها داك الساعات غتصيفطها ليماتو ولا غتصيفطها للانترنيس وغتكون فرحانه براسك حيت غتقول له j'ai posé le diagnostic d'une patiente qui a une lymphocytose, tu n'es pas obligé de faire l'immunophénotypage, qui a une lymphocytose avec une anémie hémolytique auto-immune, je pense que c'est une LLC compliquée d'anémie, je vous la confie pour prise en charge. À ce moment-là, tu auras... Non, mais sincèrement, je vous le raconte à l'envers, mais est-ce que ça vous paraît compliqué ? Sérieux. Le déclic ? Le VGM. C'est pas paranéoplasique, hein, c'est d'accompagnement. Le VGM. Le VGM. D'accord ? Si cette patiente, elle était normocytaire, on n'aurait pas déclenché. On aurait dit anémie, LLC, ça fait chez le spécialiste. Ah tiens, elle a un VGM augmenté. Bizarre. Pourquoi ? Et donc, c'est de la satisfaction personnelle. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous fais des cas un petit peu compliqués. On peut s'arrêter quand vous voulez sur la profondeur des cas cliniques, mais enfin, je veux dire, vous êtes suffisamment bon pour y aller, quoi. Et surtout, j'essaie vraiment de vous montrer que c'est pas compliqué. Et j'espère que je réussis à le faire. Si vous me dites que c'est trop compliqué, je peux m'arrêter. Sérieux. D'accord ? Vous avez cette patiente, vous avez posé le diagnostic de la lymphocytose, vous allez demander un examen facilement, immunophénotypage lymphocytaire. C'est anticorps antinucléaires. C'est très facile. D'accord ? Et derrière, vous allez demander régénérative, le test de Combs, 150 dirhams. Ah, j'ai comme test de Combs positif. Ah, anémie hémolytique auto-immune, LLC. Yes, je suis content. Non ? Votre camarade a dit tout à l'heure splénomégalie, anémie hémolytique. D'accord ? Je ne sais pas si on vous en a parlé un petit peu, mais maintenant, depuis une vingtaine d'années dans l'enseignement, moi j'ai grandi avec ça. Moi j'ai grandi avec la splénomégalie, dans le cadre de l'hypertension portale par exemple. مريض عنده HTP, عنده splénomégalie حتى لهنا, عنده 6 grammes d'hémoglobine, كنقولوا hémolyse en rapport avec la rate. En fait, non.
L'anémie qu'on a, qui est une conséquence d'une splénomégalie, est ce qu'on appelle une anémie d'hémodilution ou de séquestration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une rate qui a une taille qui est X, elle va contenir X globules rouges. Une rate qui a une taille qui est X fois 2, elle va contenir X fois 2 de globules rouges, d'accord? Et surtout de globules rouges. Ça veut dire que le volume de sang ne change pas, le nombre de globules rouges baisse, et donc vous avez une anémie par hémodilution et par séquestration de globules rouges. C'est ce qu'on appelle l'hypersplénisme, mais maintenant on ne le dit pratiquement plus, le terme d'hypersplénisme. C'est des splénomégalies, ça donne de la dilution et ça donne de la séquestration. D'accord? Même la thrombopénie, c'est une thrombopénie de séquestration. Vous verrez jamais une HTP qui saigne en rapport avec la thrombopénie. Même si les plaquettes sont à 30 000, à 20 000, ils ne saignent pas. D'accord? Ils saignent parce qu'ils ont des troubles d'hémostase pareil, le TP bas, ainsi de suite. Mais ce n'est pas les plaquettes qui les font saigner. C'est bon? Okay. Donc, quel est le corollaire chez notre patiente? L'immunophénotypage sans périphérique qui va vous dire Matutes 5/5e, c'est une LLC. Le bilan d'hémolyse est positif. Le test de Combs c'est positif. C'est une LLC compliquée d'une anémie hémolytique auto-immune à IgG. Elle, on va lui mettre une corticothérapie et ça va aller. Maradine dilolage, chimio, maradine dilolage. Et on va la surveiller. Amel. Oui. 102, 103, limite. Oui, mais bon, quand même, il est là, le VGM. Ça veut dire qu'il y a de la régénération. Et si elle était normocytaire régénérative, je ferais la même chose. D'accord? On avance? Oui, en général. En général. Mais vous pouvez avoir des LLC totalement asymptomatiques. Des LLC, quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a un panaris du gros orteil, vous faites la numération, 10 000 lymphocytes, pas d'adénopathie, pas de splénomégalie, rien. Tu vas surveiller, nous on va surveiller les lymphocytes et des années, des années, des années. D'accord? Lymphocytose, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Plus que les gamma-pathies monoclonales, beaucoup plus que les gamma-pathies monoclonales. C'est le traitement de l'anémie hémolytique auto-immune standard, c'est-à-dire qu'on va donner 1 mois de traitement d'attaque et on va faire la dégression progressivement sur, 9 mois, 1 an, on va avec 5 mg de corticoïdes, radine chauffe-eau, c'est suffisant. C'est bon? Oui. Alors, oui, j'aime bien ce cas clinique aussi, et ça va nous faire entrer. C'est une patiente de 72 ans. Elle a été opérée pour une PTH, dite arthrosique. Elle a fait une phlébite post-PTH, malgré le fait qu'elle a eu une thromboprophylaxie. D'accord? Et elle a pris un traitement curatif pour sa phlébite. D'accord? HBPM, AVK. Maintenant, on ne donne plus les AVK, AOD directement. Et puis, elle a démarré sa kiné. Et puis, au bout de 3 semaines, 4 semaines, son kiné, il la trouve moins tonique que d'habitude. Vous savez, maintenant, les PTH, elles se lèvent le lendemain. Hein, d'accord? Donc, elle fait son kiné. Et son kiné, il dit, ma mamie, elle n'est pas comme d'habitude, elle n'est pas... Hein. Et donc, il lui dit, écoute, va voir ton docteur qui te fasse un petit bilan parce que je ne te trouve pas comme d'habitude. D'accord? Effectivement, le docteur, il va lui faire un petit bilan. Il trouve déjà l'INR à 4,3. Et il va lui faire un petit bilan, il va lui poser des questions. Et dans les questions qu'il va lui poser, elle lui dit que j'ai une coloration noire des selles parce que je prends du fer. Et déjà, il m'avait trouvé... La mazal. Mazal wahed fia. Déjà, il lui trouve... Je vais aller plus rapidement. Il lui trouve... je vais vous faire celle-là en détail pour l'anémie fériprive. Et après, les autres, on va aller plus vite. Elle lui dit, ouais, on m'avait déjà trouvé une anémie préopératoire et on m'a donné du fer et du fer en post-op. Mais bon, ça va, tranquille. Okay, je lui fais un bilan et elle a 9 grammes d'hémoglobine avec un VGM à 68.
une CCMH normale. Donc, anémie microcytaire. D'accord? Non, OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une ferritine. Bouhda la ferritine. Coefficiente. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une ferritine seule, elle peut être interprétable si elle est très basse. D'accord? 72 ans, la ferritine est très basse. Parce qu'avec l'âge, la ferritine est toujours un petit peu augmentée. D'accord? Donc, systématiquement, coefficient de saturation de transférine. Systématiquement, coefficient de saturation de transférine. Vous voyez ferritine à 35, donc limite inférieure. Il faut savoir qu'au-delà de 65 ans, la limite maintenant de la ferritine qu'on prend en considération est à 50. Elle n'est pas à 20 ou à 30, 50. Et le CTS est bas, donc il y a une carence en fer. D'accord? C'est une vraie carence en fer. Je vais te dire. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Oui, mais elle est sous AVK. C'est normal qu'elle saigne. Non? La première des réflexions qu'on me dit en général, ouais, elle a AVK, elle saigne un peu, c'est normal. Premier réflexe à faire chez cette patiente, c'est l'endoscopie digestive. Obligatoire. Obligatoire, obligatoire, obligatoire. D'autant, je vais revenir elle pose toujours de super questions. Même si l'INR est augmenté, elle a dit. Cette patiente, elle avait déjà une anémie préopératoire. D'accord? Donc déjà, cette patiente, il fallait que le docteur dise d'accord? Le fait de donner des anticoagulants, et on l'a démontré dans toutes les études maintenant, permet de démasquer des lésions, d'accord? Plutôt que de dire que c'est l'AVK, elle saigne parce qu'elle a l'AVK, en fait, c'est l'AVK qui a fait saigner quelque chose, d'accord? Qui attendait qu'on le... D'accord? Donc ne dites pas si quelqu'un fait une hémorragie digestive parce qu'il a pris l'AVK, que c'est parce que l'AVK qu'il saigne. Non, c'est parce que j'ai quelque chose. Quand on saigne, on a le contenu, le contenant, ainsi de suite, et c'est toujours une lésion qui va saigner. Toujours une ulcération qui va saigner. Ne faites pas le raccourci de vous dire elle saigne l'INR bas, donc elle saigne, c'est normal. D'accord? Il y a toujours une lésion qui saigne. Et en fait, à la limite, sa chance, c'est qu'elle a été mise sous AVK et qu'elle a saigné. Parce qu'on aurait pu passer devant... D'accord? Non seulement ça, mais vous pouvez aussi vous dire, à cette mamie, elle a fait comme elle n'est pas une mamie, 72 ans, cette jeune dame, elle a fait une phlébite malgré la thromboprophylaxie. Donc, donc cette patiente, on l'a endoscopée, comme on dit, entre guillemets, et on a trouvé une tumeur antrale, d'accord, qui saignait un petit peu. Pour revenir à la question de votre collègue qui a dit, même si l'INR est augmenté, il faut savoir que les 3/4 des saignements sous AVK ont lieu avec des INR normaux. Donc si on avait trouvé un INR normal, on aurait dit « Ah, pourquoi elle saigne alors que l'INR elle est dans la fourchette ?» Voilà. Donc qu'il soit augmenté ou pas augmenté, ça ne change rien. Sauf si peut-être il est à 10 ou... Oh, il nous embête, hein? Donc ça, c'est l'algorithme. La ferritine normale, ou augmentée, VSCRP, anémie inflammatoire. J'aurais dû vous ramener, en fait, on a fait des guides pour la carence martiale, et je vais essayer de vous les transmettre. Ça, c'est un guide qu'on a réalisé dans le service avec d'autres collègues qui montre les différentes étapes de la carence martiale. Promis, 3 minutes. Carence martiale absolue. Vous voyez, carence martiale absolue, ça veut dire que c'est la réserve en fer qui diminue. D'accord? Le premier qui baisse, c'est le fer des réserves. Le deuxième qui baisse, c'est le fer de transport, c'est la coefficient de saturation de transférine. Le fer dièle l'hémoglobine. Et donc, la ferritine qui baisse, c'est la première étape de la carence martiale absolue. Ensuite, c'est la CTS qui baisse. L'hémoglobine. D'accord?
Pour l'anémie fonctionnelle, la carence fonctionnelle, vous avez du fer de réserve, vous avez quelque chose qui bloque le fer des réserves de sortir et vous avez une baisse du fer de transport. Et en fait, qu'est-ce qui fait que le fer de réserve, qu'est-ce qui bloque le fer de réserve, vous savez? On en avait déjà parlé. L'hepsidine. D'accord? Il y a une molécule qui est fabriquée par l'inflammation qui fait que, au niveau de membrane cellulaire, il y a un blocage et le fer ne sort pas. Et donc, vous avez une carence martiale. Ça, c'est un algorithme avec ce que vous savez que je pense des algorithmes et qui vous aide un petit peu pour dire carence martiale absolue, carence martiale fonctionnelle, l'interprétation de coefficient de saturation de transférine, la ferritine. L'algorithme pour les examens à faire quand on a une carence martiale, donc obligatoirement chez la femme non ménopausée, la femme ménopausée et l'homme, les endoscopies digestives systématiques. Maintenant, les anticorps anti-gliadine, anti-endométriose, en fait, les anticorps anti-transglutaminase, dépistage, font partie systématiquement du bilan à faire, d'accord? Et quand la maladie rechute, il y a un bilan à réaliser de seconde intention. Voilà. Bon, j'avais d'autres cas cliniques, mais bon, qui étaient sympathiques aussi, mais bon. L'année prochaine.